Le Grand Prix automobile d'Italie, Nelson Piquet franchit en tête la ligne d'arrivée à Monza. Arnoux n'est plus qu'à 2 points de Prost pour le championnat du monde des conducteurs. À Dreux, au terme d'une campagne particulièrement passionnée, les électeurs votaient aujourd'hui avec en toile de fond le problème de l'immigration en France. Les conditions dans lesquelles vivent les soldats français au Tchad, c'est le dossier de ce journal. La France à l'honneur au Festival de Venise, 5 films primés sur 6 sont français. Le Lion d'Or a été décerné à Jean-Luc Godard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Déception pour les Italiens à Monza puisque ce n'est pas une Ferrari qui a gagné cet après-midi le Grand Prix d'Italie. Un Grand Prix mené de bout en bout par Nelson Piquet sur Brabham. Derrière lui, René Arnoux sur Ferrari, ce qui consolera les tifosi, les fanatiques de l'écurie italienne. Quant à Alain Prost, eh bien, il a dû abandonner sur ennui mécanique. Résultat, il est maintenant talonné par René Arnoux au classement du championnat du monde des conducteurs. Les principaux épisodes de cette course avec Jean Mamère. Tout s'est joué en fait dans la première moitié de la course. Peu ou pas de problème au départ. Patrese part bien, Tambay patine, Piquet en profite pour le sauter, Cheever en fait de même avec Prost, ce qui donne au premier passage l'ordre suivant. Patrese devant Piquet, Tambay, Arnoux, Cheever, 2 Cesaris et Prost, 2 Brabham devant 2 Ferrari et 1 Renault. Position assez stable jusqu'à ce que, juste après que Cheever ait doublé Patrick Tambay, 2 Cesaris à l'entrée de la chicane ne partent en tête à queue et sans sable. Au ralenti, 2 Cesaris collés à l'arrière d'Arnoux le touche et part en tête à queue. Prost, dans un freinage désespéré, tente de l'éviter. Patrese, lui, ne peut éviter l'explosion de son moteur et doit laisser le commandement à son compère Nelson Piquet. Patrick Tambay, en voulant prendre un raccourci, manque de perdre sa 4e place, mais il n'en est rien. Aucun sursis pour Alain Prost, son moteur casse avant les ravitaillements et dès lors, le titre de champion du monde s'éloigne un peu. Bonne aubaine pour Arnoux et Cheever qui prennent les 2e et 3e places. Piquet, lui, est tranquille. Il ravitaille en toute tranquillité, il possède 20 secondes d'avance sur ses poursuivants immédiats et il sent déjà la victoire à sa portée. Les événements d'aujourd'hui jouent en sa faveur, il gagne et se rapproche du titre de champion du monde. Piquet remporte sa 2e victoire de la saison et joue les troubles fêtes, car si Arnoux n'est plus qu'à 2 points de Prost, lui n'en est plus qu'à 5. Le suspense durera jusqu'au bout. L'événement politique de ce samedi, c'est sans conteste l'élection municipale de Dreux. Les bureaux de vote ont fermé à 18 h dans cette petite ville de 45 000 habitants. Et cela aurait pu être une élection partielle banale. Un combat majorité-opposition, comme tant d'autres, si la réussite spectaculaire au premier tour du candidat d'extrême droite, M. Jean-Pierre Stirbois, ne lui avait donné un caractère de test national, avec en toile de fond un thème particulièrement sensible, celui de l'immigration et du racisme. Le dépouillement est donc maintenant commencé depuis 2 heures et nous retrouvons sur place en direct notre envoyé spécial Pierre Alain. Oui Bernard, nous venons d'avoir les derniers chiffres. Je ne sais pas si vous avez donné déjà les taux de participation. Non, nous n'avions pas encore la dépêche. La participation a été beaucoup plus forte que dimanche dernier, 25% seulement d'abstention par rapport à 32,5% dimanche dernier, mais je peux d'ores et déjà, nous avons, je ne sais pas si on peut vous le montrer à la caméra, pratiquement l'ensemble des résultats de tous les bureaux, et je crois pouvoir vous dire que la liste d'opposition menée par Jean Yo l'emporterait avec 55,5% des voix, contre 44,5% à la liste d'Union de la gauche menée par Marcel Piquet. Voilà Bernard. Bien, merci Pierre. Nous vous retrouverons en direct vers la fin de ce journal avec peut-être des résultats un peu plus affinés. Vous nous rappelez en tout état de cause. La fête de l'humanité se termine ce soir, une fête réussie de l'avis de ses organisateurs. Nous n'avons jamais eu autant de monde, a affirmé M. Roland Leroy. Mais qui assiste à la fête de l'humanité, c'est ce qu'a voulu savoir Dominique Laurie. La fête de l'humanité, c'est avant tout une réunion de famille, la famille communiste. Aussi, qu'importe la météo. Et ce n'est pas le temps maussade ou le terrain boueux qui arrête l'ardeur des militants. Comme les années précédentes, la tradition est respectée. Ici, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. C'est à la fois la fête populaire, les arts ménagers et le meeting politique. Vedette de la fête, le restaurant chinois et son chef, venus spécialement de Pékin. Mais au-delà des images d'Épinal, on découvre les réalités politiques. Les interrogations des militants sont multiples.
La préoccupation principale, c'est que la politique qu'on a contribué à mettre en œuvre, particulièrement à partir de 1981, réussisse. C'est que plus de bien-être encore pour notre pays peut être déterminé par une autre politique économique. La fête de l'humanité, c'est donc d'abord un grand rassemblement populaire, mais c'est aussi un événement politique important. Et l'on attendait aujourd'hui le principal discours qui était prononcé cet après-midi par M. Pierre Juquin, membre du bureau du Parti communiste français. Alors sur l'affaire du Boeing, M. Juquin n'a rien apporté de bien nouveau, faisant état de son émotion. Il a toutefois rappelé que seul le désarmement peut éviter de telles catastrophes. Sur le plan politique, il a insisté sur la nécessité de la croissance économique pour l'avenir du pays. Il a également milité pour une plus grande justice fiscale. Enfin, il a réaffirmé la solidarité du Parti communiste avec le gouvernement. Si certains d'entre vous redoutent que nous envisagions de négocier le virage de sortie, qu'ils se rassurent. Nous faisons et ferons tout notre possible pour que la gauche réussisse malgré les obstacles. Si d'autres craignent que la participation gouvernementale nous fasse perdre notre âme, qu'ils se rassurent également. Personne ne nous a passé des écharpes de ministres comme des cordes autour du cou. Pour l'impôt, que ceux qui gagnent le plus payent le plus, c'est justice. Mais un célibataire à 9 000 francs par mois, un couple sans enfants à 12 000 francs, une famille de 2 enfants à 16 000 francs. Même s'il est vrai qu'ils ont moins de difficultés qu'un smicard, ce ne sont pas des riches. Les riches, ce sont avant tout ces 110 000 familles qui ont déclaré une fortune totale de 1 500 milliards de francs, c'est-à-dire plus d'une fois et demie le budget de l'État français. Ce ne sont pas des salariés, ils peuvent payer. Fin du comité directeur du Parti socialiste qui avait débuté hier à l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'une réunion de synthèse destinée à fédérer les différents courants qui cohabitent au sein du Parti socialiste. Alors pas de véritable surprise puisque l'on sait ce soir que 3 motions seront soumises au prochain congrès national de Bourg-en-Bresse. Le premier texte sera signé par les amis de messieurs Mitterrand, Mauroy et Rocard. Un autre texte sera présenté par le CRS, l'aile gauche du parti, et une 3e motion sera proposée par la minorité des dissidents rocardiens regroupés autour du député Alain Richard. À noter aussi que la ville de Nevers aura un nouveau maire à partir du 26 septembre en la personne de M. Pierre Bérégovoy. L'actuel maire, le docteur Benoît, cédera son écharpe à M. Bérégovoy au terme d'un accord qui était intervenu entre les 2 hommes lors des élections municipales au mois de mars dernier. Une plaque à la mémoire des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers le 9 août 1982 a été posée ce matin sur les lieux de la tuerie. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence d'une centaine de personnes, parmi lesquelles le secrétaire d'État à la sécurité publique, M. Franceschi, et le représentant du maire de Paris, M. Jean-Pierre Bloch. Sur la plaque, on peut lire, écrit en 3 langues, français, arabe et hébreu, victimes du terrorisme, le 9 août 1982, suivent les noms des 6 personnes mortes dans l'attentat. Au Liban, la région de Beyrouth et de la montagne environnante ont été pilonnées tout au long de la nuit passée. Mais apparemment, aucun obus n'est tombé sur le quartier général de la force d'interposition. L'aviation de cette force a néanmoins survolé la capitale libanaise à plusieurs reprises. Ce sont 2 chasseurs bombardiers britanniques qui ont effectué des vols tôt dans la matinée, bientôt suivis par des chasseurs américains F-14 basés sur le porte-avions Eisenhower. Il ne s'agit pour l'instant que de vols de reconnaissance qualifiés de tactiques.
Mais ce soir, on s'interroge toujours sur les rumeurs de massacres qui auraient été commis dans la montagne libanaise par les miliciens druzes de Walid Jumblat. Il est très difficile d'y voir clair car les deux camps se livrent une véritable guerre des communiqués. Jusqu'à présent, c'est la radio phalangiste qui a dénoncé ces massacres, des massacres par ailleurs démentis par l'état-major druze. À Beyrouth, notre envoyé spécial, Patricia Coste, a essayé d'en savoir un peu plus. En ce moment, au Liban, c'est la triste guerre des communiqués invérifiables de massacres entre chrétiens et druzes. Si l'on additionne les chiffres des uns et des autres, sinistre calcul, 676 chrétiens et druzes auraient été supprimés depuis une semaine, dont sensiblement davantage de chrétiens en ce moment. Mais il est impossible sur le terrain de le constater. Les druzes dans la zone qu'ils contrôlent interdisent aux journalistes de pénétrer dans les villages, comme à Biré aujourd'hui, où il y aurait eu des massacres pour de soi-disant raisons de sécurité qui ne convainc personne. Côté chrétien, impossible de vérifier non plus. Chaque camp présente régulièrement à la presse des rescapés terrorisés qui témoignent des horreurs qui ont touché leur famille, mais aucun bilan global ne peut être établi à partir de ces dires. Ce qui est sûr, c'est que les druzes, que les chrétiens accusent aujourd'hui, font une guerre sans prisonniers et abattent tous les combattants phalangistes qu'ils trouvent sur leur passage. Ce que l'on sait aussi, c'est que des consignes ont été données par les chefs druzes d'épargner les civils, mais qu'ils ne peuvent contrôler tous leurs miliciens. Il faut signaler que M. Walid Jumblat, chef des Druzes, donc, a donné l'ordre tout à l'heure de laisser passer les convois sanitaires de la Croix-Rouge, de les laisser rentrer dans le petit village de Der El-Kamar. Ce village dont nous vous avons parlé hier soir sert depuis quelques jours de refuge à 40 000 civils chrétiens. Aucun convoi n'avait pu y pénétrer depuis jeudi, date à laquelle les miliciens druzes ont entamé le siège de cette petite ville de la montagne libanaise. Réaction de M. Ernu aux attaques contre les soldats français au Liban. Il faut que l'on sache que si on tire sur nos soldats, le ministre de la Défense donnera l'ordre de riposter, a déclaré M. Ernu. Le ministre de la Défense parlait aussi bien des soldats français de la force d'interposition que des troupes engagées au Tchad. Nos militaires sont dans ces deux pays pour permettre à la diplomatie de jouer son rôle, a ajouté M. Ernu. Contrairement à ce qui se passe au Liban, les troupes françaises stationnées au Tchad n'ont pas eu jusqu'à présent à souffrir directement des combats. Reste que sur place, notamment dans le nord du Tchad, les troupes françaises vivent parfois dans des conditions très difficiles. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Jean-Jacques Le Garec. L'armée française a sensiblement renforcé son système de défense sur le front de Salal après la dernière attaque des forces de Goukouni-Ouédaï sur Chalouba. 300 para-français tiennent aujourd'hui ce minuscule point d'eau perdu dans l'immensité du désert de Borkou. Une fois de plus, l'autorisation de filmer ici nous avait été refusée par le ministère français de la Défense, mais arrivés sur place après 500 km de piste, les militaires français ont accepté de fermer les yeux sur notre présence. Ici, c'est d'abord la solidarité du désert qui permet de survivre. Il n'y a pas d'eau potable à Salal. La seule pompe crache une eau saumâtre et salée qui sert à peine à se laver et à faire la vaisselle. Voilà pourquoi les hommes ici sont relevés chaque semaine. Vous passez une semaine seulement et vous retournez à Moussoro? Oui, je crois, normalement. Normalement, ouais. On fait rien pour l'instant. Interdiction est faite aux soldats français de boire cette eau. L'eau potable, elle, arrive à la fois par hélicoptère et par camion-citerne après 200 km de piste à travers le désert. Il faut compter 7 litres par jour et par personne. Il fait ici une chaleur de 50 degrés à l'ombre entre midi et 4 heures et un jour sur deux, une tempête de sable balaie le désert. À ce prix seulement, l'armée française peut tenir cette position de Salal. Les patrouilles dans le désert, ce sont les forces d'Issenabré qui s'en chargent. 800 hommes pour contrôler une zone qui s'étend sur plus de 100 km jusqu'à Korotoro. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Idriss Miskine, commande lui-même ses soldats. Il s'est promis de reprendre les territoires perdus, le nord du Tchad, tenu par les forces de Goukouni-Ouédaï, appuyées par la Libye. Nous envisageons bien sûr reprendre la partie occupée de notre pays. Donc pour ce fait, nous n'attendrons pas. Certes, la conjoncture politique sur le plan international se déploie en vue d'une négociation. Et nous pensons que dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Vous espérez un soutien de l'aviation française si vous tentez une reconquête de Faya-Largeau? Nous souhaitons avoir une couverture aérienne, mais cependant, depuis notre repli, nous avons dû avoir des instructions sur beaucoup de matériel anti-aérien.
tels que le Crotal, les canons de 35 mm, de 20 mm, de 23 mm, les SAM et les Redey. Je crois qu'en perfectionnant cette connaissance, nous serons en mesure aussi bien avec l'appui aérien français, aussi bien qu'avec le matériel, nous espérons au moins limiter et enrayer les dégâts dans le cadre de l'intervention aérienne. Pour les forces d'Hissène-Habré, Salal est une base de départ pour leurs opérations. Pour les forces françaises, Salal est avant tout un poste d'observation, beaucoup plus qu'une place forte. Voilà pourquoi cette position en plein désert peut être vulnérable en cas d'attaque. Salal est la dernière position française sur le front central de la guerre du Tchad. Ensuite, plus au nord, ce sont les positions de Goukouni Wedey et des forces libyennes. Leur patrouille de blindés approche même jusqu'à 20 km d'ici. Autrement dit, si la guerre du Tchad devait se rallumer, ce sont les quelques 300 soldats français présents ici sur le front de Salal qui devraient riposter à l'avance des forces libyennes. Et le commandant des forces françaises au Tchad, le général Poli, a déclaré tout à l'heure qu'il prenait très au sérieux les informations selon lesquelles les Libyens s'apprêteraient à lancer une attaque. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, ce matin-là, c'était un mardi, les blindés de l'armée chilienne prenaient position devant le palais présidentiel de la Moneda. L'expérience socialiste tentée par Salvador Allende allait s'achever quelques heures plus tard, dans le sang et les bombes. Et très vite, la répression allait s'abattre sur ses partisans. Une image, vous vous en souvenez certainement, symbolise bien cette période. On y voit les opposants du nouveau régime militaire emprisonnés dans le stade central de Santiago. 10 ans plus tard, les généraux chiliens fêtent l'anniversaire de la prise du pouvoir dans une ambiance extrêmement tendue au lendemain de manifestations meurtrières. Didier Régnier. Il aura fallu 10 ans pour pouvoir filmer la tombe d'Allende au cimetière de Vina del Mar près de Santiago. Et aujourd'hui, le Chili vit au rythme des journées de protestation. Depuis le 11 mai, 41 personnes y ont été tuées, dont 7 lors des dernières manifestations de jeudi et vendredi. On manifeste même pendant les enterrements. Ici, celui d'un jeune homme de 23 ans tué par la police, 30 000 personnes étaient massées le long du parcours. Et dans la nuit de vendredi à samedi, de nouveaux affrontements ont opposé forces de l'ordre et manifestants, bilan 40 blessés, dont une douzaine par balle. Alors le ministre de l'Intérieur, M. Jarpa, avertit, le sabotage des plans de progrès du général Pinochet va recevoir la même réponse qu'en 1973. Reste l'Église, de passage à Paris ce matin, l'évêque auxiliaire de Santiago parle de son rôle. Représente une issue, je dirais, c'est-à-dire la possibilité de rétablir un dialogue, et non un dialogue entre le gouvernement et les opposants, mais un dialogue parmi tous les secteurs. C'est pas question de réconcilier, mais de représenter le rappel, l'exigence du régime démocratique. Là, le retour à la démocratie me semble être compris dans une doctrine politique chrétienne. Fin de la première journée du pape en Autriche. Jean-Paul II est arrivé hier soir à Vienne. C'est le 20e déplacement effectué par le Saint-Père hors d'Italie depuis le début de son pontificat. Jean-Claude Darigo. Un accueil à l'autrichienne, c'est-à-dire une réception enthousiaste réglée dans ses moindres détails, c'est ce que l'Autriche catholique a réservé à Jean-Paul II pour cette première journée d'un voyage qui en comprendra 3. Quelques couacs ont déjà eu lieu, une manifestation de groupes des jeunesses socialistes qui, entre autres choses, ont stigmatisé les manières différentes avec lesquelles le pape traitait, selon eux, les problèmes de la Pologne et ceux de l'Amérique latine. Les 80 000 jeunes qui ont fait une ovation à Jean-Paul II au Grand Stade de Vienne ont exprimé pour leur part leur espérance en une église qui saurait dépasser les structures de la tradition pour rejoindre la vie des hommes modernes. Le pape, à la grand-messe de ce matin, qui a réuni dans le vent, la pluie et le froid plus de 100 000 personnes, a de nouveau condamné la décadence des mœurs et notamment l'avortement. Dans l'après-midi, après avoir visité un centre pour handicapés, Jean-Paul II a été reçu par le président de la République autrichienne. Les diplomates en poste à Vienne organisent ce soir une réception à l'intention du pape qui, à quelques dizaines de kilomètres du rideau de fer, reprendra les thèmes concernant l'Europe unie, les libertés religieuses, les dangers de l'oppression et les droits fondamentaux de la personne humaine.
C'est un véritable triomphe qui attendait le cinéma français à Venise. Le cinéma français qui était un peu passé à côté des festivals toutes ces dernières années. Mais cette fois, l'équilibre est rétabli puisque 5 des 6 films primés lors de la célèbre Mostra sont français. Avec le Lion d'Or, la plus haute récompense du festival, pour Jean-Luc Godard, pour son film intitulé Prénom Carmen, coproduit d'ailleurs par Antenne 2. Le prix spécial du jury va à Georges Rouquier pour Big Fare et c'est le chef opérateur Raoul Coutard qui reçoit le prix de la meilleure photographie. Et puis il y a 2 presque inconnus dans ce palmarès. La première s'appelle Darling Legitimus, elle a 76 ans et elle a obtenu le prix d'interprétation féminine. Quant à Eusanne Palsy, elle a le prix du premier film. Et si vous vous demandez pourquoi ces dames ont de si jolis noms, c'est tout simplement qu'elles sont antillaises. France Roche. À la 40e Mostra du cinéma, j'ai invité des génies, disait hier le délégué général Gianluigi Rondi. Entre Bergman, Fellini, Woody Allen, Vajda et Altman, c'est Jean-Luc Godard qui recevra ce soir le Lion d'Or pour Prénom Carmen. C'est le premier d'une série de Carmen cinématographiques. Après celle de Godard, nous en verrons une tournée par Francesco Rosi et une 3e réalisée par Peter Brook. Prénom Carmen, jouée en costume moderne, a pour héroïne une presque inconnue, Marouchka Demers. Jean-Luc Godard s'y est donné un rôle, devinez lequel? Eh bien, celui de Jean-Luc Godard. Le prix spécial du jury est allé à Georges Rouquier, 73 ans. En 1947, il avait déjà reçu une médaille d'or à Venise. Il avait réalisé un film sur la vie des paysans dans l'Aveyron, Farbic. 35 ans plus tard, il est couronné pour Big Fare, joué par les mêmes paysans et tourné dans le même village. Son thème, joies et problèmes des gens de la terre aujourd'hui. Moi, je vends mes moutons. Et tout le reste. Et qu'est-ce que tu vas faire? Joseph m'a trouvé du travail à Toulouse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes 10 hectares? Tu pourrais faire de l'élevage hors sol. Moi, monter une usine à viande, à Sanon. Et puis, mes bâtiments sont trop vieux. Il faudrait réparer, agrandir, donc faire un emprunt. Non, je ne veux pas mettre le doigt dans l'engrenage. Je vous l'ai dit au début de ce journal, nous retournons maintenant à Dreux où Pierre-Alain nous attend avec les résultats définitifs et la victoire de la liste d'opposition. Je vous entends très mal, vous entendez la foule qui acclame je ne sais quelle personnalité. C'est monsieur Jean-Yo qui arrive, qui entre un instant dans la salle des fêtes. Monsieur Jean-Yo, dont la liste vient de l'emporter avec 55,45% des voix contre 44,55% à Marcel Piquet pour l'Union de la Gauche. Vous voyez, je pense, les réactions de la foule dans cette salle des fêtes, mais tout à l'heure j'étais dehors, et dehors il y a encore plus de monde, plus de manifestants qui crient « Stirbois, fasciste, assassin »,« Stirbois, le peuple aura ta peau », etc., tous ces slogans-là. On me signale également des incidents dans un quartier populaire de la ville de Dreux, le quartier Paul Bert, où les forces de l'ordre, les CRS venus en renfort, ont dû intervenir et faire usage de leurs grenades lacrymogènes. Je pense que maintenant nous allons avoir les réactions de monsieur Jean-Yo et peut-être la déclaration, la proclamation des résultats définitifs et officiels. Voilà, nous attendons donc la proclamation des résultats officiels à Dreux, mais je ne sais pas si on pourra les avoir assez rapidement avant la fin de ce journal. Pierre-Alain, vous m'entendez? Oui, Bernard, je vous entends. Nous attendons que M. Jean-Yo fasse une déclaration, mais je pense qu'il ne pourra la faire qu'après l'annonce officielle des résultats, que je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez pu bien entendre tout à l'heure. Victoire de la liste d'opposition menée par Jean-Yo, 55,45% des voix, contre 44,55% à celle de Marcel Piquet pour l'Union de la Gauche. Bien Pierre, s'il n'y a pas de nouveau, je vous propose de vous rappeler un peu plus tard, dans 2 ou 3 minutes, donc après le sport. Entendu, Bernard. Le sport, c'est le tennis, avec ce soir la finale des internationaux des États-Unis à Flushing Meadows. Ivan Lendl, tête de série numéro 2, rencontre Jimmy Connors, tête de série numéro 3. C'est un peu la revanche de l'année dernière. Je vous rappelle que c'est Connors qui l'avait alors emporté en 4-7. Connors défendra donc son titre, alors que Lendl tentera de remporter un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Il y avait un tiercé à Longchamp aujourd'hui dans le prix d'Agu.
Une arrivée limpide malgré les 22 partants de ce handicap de 3000 mètres. Et comme vous le voyez, les derniers 100 mètres sont au coude à coude entre Abrégé à la corde et l'extrême outsider All Quick qui va gagner plusieurs longueurs. Et à 60 contre 1, le numéro 8 à Casaque Verte prenant facilement la 3e place. Et tout cela donne un très bon rapport puisque si vous avez joué le 16, le 20 et le 8, vous gagnez dans l'ordre pour 5 francs 101 944 francs et 50 centimes et dans le désordre toujours pour 5 francs 10 713 francs, ce qui n'est après tout pas si mal. Et puis les turfistes seront heureux d'apprendre qu'Yves Saint-Martin a remporté les 3 plus belles courses de la Réunion de cet après-midi. Voilà, je pense qu'on peut peut-être retourner à Dreux. Est-ce que Pierre-Alain m'entend? Oui, Bernard Rapp, vous entendez sans doute sûrement maintenant la foule réunie dans la salle des fêtes entonner ce chant de la résistance, le chant des partisans. Et ils empêchent ainsi M. Yo de prendre la parole et de même l'annonce officielle des résultats. Je vous laisse juger vous-même de l'ambiance. Bon Pierre, je suggère qu'on revienne encore un peu plus tard, après la météo par exemple, s'il y a de nouveaux développements donc à la mairie de Dreux. La météo, Brigitte, et vous avez l'air de grelotter dans votre coin. Mais oui, et on grelotte, il fait très froid. On a relevé sous abri cet après-midi 11 degrés seulement à Rouen. C'était le minimum, mais enfin tout de même. Pour demain, eh bien, guère mieux, nous passons d'un nuage à l'autre. Vous allez le voir sur la photo satellite. Après tous ces nuages-là, ce sont ces nuages-ci qui vont arriver et qui évidemment nous donne une carte assez pessimiste. Du nord à la Normandie et jusqu'au Massif central, aux Alpes du Nord et même sur les Pyrénées, des nuages et de la pluie et peut-être même de la neige, mais oui, au-dessus de 1700 mètres. En revanche, de belles éclaircies de la Bretagne à l'Aquitaine et un temps relativement beau sur la Méditerranée car le Mistral va se lever. Mais donc le plus impressionnant, c'est le thermomètre, il baisse, minimum 13 degrés au nord, maximum 26 degrés au sud, mais une moyenne de 16 degrés, c'est-à-dire 5 points en dessous de la norme. Demain, lundi 12 septembre, le soleil se lèvera à 7h23, il se couchera à 20h10 et ce sera la Sainte Apollinaire, patron bien sûr des poètes mais aussi des peintres. Bien, je vois sur mon écran de contrôle qu'il n'y a rien de neuf à Dreux, donc nous allons rendre l'antenne. Ce journal est terminé. À 23h, vous retrouverez Hervé Claude pour la dernière édition. Demain, antenne de midi à 12h45. Et demain soir, à 20h, vous retrouverez ici même Christine O'Krent. Bonsoir.